C'est l'heure de la grande édition sur la télévision nationale. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce 20h. À la une de l'actualité, la désignation des membres du Conseil économique et social de l'Assemblée nationale. Ils sont au total 51 personnalités à être désignées au terme d'un long processus qui a pris fin hier lundi. Le détail dans ce 20h. Le gouvernement décide en Conseil des ministres dernier d'exonérer les kits de dialyse des droits et taxes de douane. Une décision qui vise à alléger les peines, surtout financières, des patients atteints de ce mal. Quelles précisions peut-on avoir? On suit dans ce 20h. Et puis on vous emmène dans ce 20h à Porto Novo pour évoquer l'une des fiertés du peuple Nago de la commune d'Ifani. Malgré sa proximité avec le Nigeria, le royaume d'Ita Sumba conserve la tradition et les valeurs culturelles propres au peuple Nago. Mais d'abord, cette information arrivée avec le lever du soleil de ce mardi 24 septembre. L'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki ont été arrêtés. Le domicile de l'ancien ministre des Sports a été perquisitionné aujourd'hui même par des éléments de la brigade criminelle. Des sources évoquent une présumée atteinte à la sûreté de l'État. Un officier supérieur de l'armée a aussi été arrêté, en l'occurrence le chef de la garde présidentielle. Et toujours dans l'actualité, comme je l'annonçais en titre, ceux-ci qui ne sont pas interpellés mais retenus pour désormais siéger au Conseil économique et social pour le compte de l'Assemblée nationale. Ils sont au total 51 personnalités à être désignées au terme d'un long processus qui a pris fin hier lundi au Palais des gouverneurs. Le détail avec Firmin Bassao. Entamé depuis la séance plénière du 12 septembre 2024, ce n'est que ce lundi 23 septembre que le processus devant aboutir à la désignation des représentants du Parlement au sein du Conseil économique et social a fini par aboutir. De la définition de la clé de répartition au choix des personnes, l'équation n'a pas été facile à résoudre pour les parlementaires. À l'arrivée, une liste unique adoptée par les députés, 99 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Au niveau national, ils sont 3 à être désignés à raison d'un membre par groupe parlementaire et à l'échelle départementale, 48 membres. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du lundi 23 septembre 2024 par 99 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, les personnalités devant siéger au Conseil économique et social, CES, au niveau départemental et national. Au niveau national, Amouda Issifou Razaki, Golou Emmanuel, Tigri Alassani. Le troisième point à l'ordre du jour, concernant la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, fera l'objet d'un séminaire d'imprégnation avant étude. Ouverte le mardi 10 septembre 2024, la troisième session extraordinaire a été clôturée conformément à la réglementation. En attendant, depuis maintenant 3 mois, les rênes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont aux mains d'édouards locaux. En premières actions du président de la RAC, des visites dans les institutions de la République, en audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les enjeux liés à la régulation des médias au Bénin sont évoqués, suivant l'hôte de Louis Vlavono à sa sortie d'audience. Une cour commune et je suis le dernier locataire venu, mais je ne suis pas venu voir n'importe quel locataire. Vous savez que dans les maisons en location, il y a toujours quelqu'un de très important, c'est lui que le propriétaire consulte même avant de prendre de nouveaux locataires. C'est le président de l'Assemblée nationale, parce que pour nommer le président de la RAC, on consulte le président de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas n'importe quel locataire, c'est le locataire le plus important qu'on consulte avant de prendre les locataires comme moi, que je suis venu saluer et remercier, et requérir ses bénédictions. Et on s'est déjà vu, puisqu'on se connaît quand même. Le président me fait l'honneur d'une vieille amitié. En tout cas, faites-moi confiance. À la fin de mon mandat, l'Église sera vraiment au milieu du village et le président m'a dit toute sa disponibilité à nous accompagner. Mais puisque l'Assemblée nationale, c'est les lois. Donc c'est accompagnement législatif et tout et tout. En tout cas, le président il m'a dit toute sa disponibilité et j'ai l'intention d'en user et d'en abuser.
C'est fini pour les travaux de la deuxième édition des rencontres intergénérationnelles sur le leadership politique féminin au Bénin du 19 au 21 septembre dernier. Des femmes de différentes générations et sensibilités politiques venant de toutes les régions du Bénin, de la Côte d'Ivoire et même de la RDC se sont réunies à Niki. L'initiative émane de la vice-présidente de la République. Voici un extrait de la déclaration finale lue par leur porte-parole au micro d'Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. Nous, femmes leaders politiques du Bénin, de différentes générations, provenant de différentes sensibilités politiques, venues de l'ensemble des départements du Bénin, adressons nos vives félicitations à l'État béninois, au président de la République et à son gouvernement en particulier pour la double volonté politique de promotion du statut des droits des femmes et la libération de leur potentiel exprimé au niveau le plus élevé et traduite en actes concrets s'inscrivant dans une dynamique de résultats probants et une perspective de durabilité. Nous demandons aux partis politiques d'intensifier le renforcement de la formation politique et sociale de leurs militants en général et des femmes militantes en particulier. Au Parlement, de soutenir davantage le gouvernement dans sa vision de renforcement de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Au chef de l'État, de poursuivre avec la même vigueur et constance son œuvre salvatrice de promotion du statut et des droits des femmes. Nous engageons à transcender progressivement les clivages politiques au regard des questions spécifiques aux femmes, renforcer le dialogue intergénérationnel autour des questions relatives au leadership féminin au Bénin. Un chiffre à présent, 3 551,005 milliards de francs CFA. C'est la somme qu'entend mobiliser et dépenser le gouvernement en 2025, un montant en hausse de près de 11% par rapport au budget de cette année 2024. Il est transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Mais que contient-il et à quoi faut-il s'attendre s'il est voté? Le détail dans ce récit de Ulvaeus Balogun. Si le projet de loi de finances gestion 2025 est voté par l'Assemblée nationale, il faut s'attendre l'année prochaine à une montée en puissance des projets de filets sociaux, notamment le projet Besoké et le microcrédit à l'AFIA. La couverture en zone rurale du projet d'alimentation scolaire va passer à 100% et le projet de supplément de nutrition de 1000 jours va entrer dans sa phase d'expérimentation. À toutes ces projections s'ajoutera la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures, tant en milieu urbain qu'en zone rurale. La mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillages et leur raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. Les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules près de 1102 milliards de francs CFA, soit 41,5% du budget général. Le projet de budget de l'État gestion 2025 réaffirme aussi l'engagement du gouvernement à promouvoir la réduction des inégalités du genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation. Les choix budgétaires opérés permettent d'assurer les engagements du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers l'accélération des chantiers de projets et réformes engagés, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les populations lors des tournées de reddition de comptes. Les promesses de ce projet de loi de finances restent aussi une croissance du PIB, produit intérieur brut, de 6,8% en 2025, avec une vitesse de croisière pour renforcer et boucler tous les projets phares. Il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité
et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Près de 3 200 milliards de francs CFA pour 2025, qu'en diront les députés? Les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale où l'examen et le vote de ce projet de loi de finances sont prévus pour la session d'octobre prochain. Dans son programme d'action, le gouvernement du président Patrice Talon a prévu de valoriser les produits made in Benin sur le marché national, sous-régional et même international. Un cap qu'a déjà passé l'ananas pain de sucre du Bénin, puisqu'il s'exporte désormais en Chine. Pour satisfaire la demande sur ce marché international, l'extension de la production devient un défi majeur. Ariane Da Silva nous en dit plus. L'ananas pain de sucre en vedette à la 6e exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai. Nous étions en novembre 2023. Le fruit, issu de la production agricole du Bénin, connaît un véritable succès. C'est un côté très fruité et très juteux. C'est un peu comme si on est en train de manger du pain moelleux. C'est plus l'ananas qu'on a l'habitude d'avoir en Chine, qui prend souvent un goût un peu amer. Pour davantage satisfaire ce marché chinois, l'extension de la production reste un défi majeur. Défi à relever par la maîtrise des techniques modernes de culture de l'ananas pain de sucre. Dans ce domaine, Damien, technicien agricole, forme des producteurs depuis plus de 15 ans. La Chine, c'est un gros marché. Une fois, nous, on travaille déjà à alimenter les usines de la place, à alimenter le marché de la sous-région. Si la Chine vient encore, eh ben, ça va nous demander de nous réorganiser, de travailler encore plus pour tenir le cap. Travailler encore plus implique l'augmentation de la main-d'œuvre. J'ai 3 ouvriers permanents qui travaillent avec moi et j'ai une équipe de 8 ouvriers occasionnels pour ce qui concerne l'entretien et une équipe de 12 ouvriers occasionnels pour les récoltes. Et je suis à 3 hectares 75. Si je passe à 5, à 6, à 7, ça va suivre automatiquement. Les autres agriculteurs qui travaillent plus que moi, parce que moi, je suis technicien agricole. Je suis conseiller des agriculteurs. Si je fais la production, c'est pour conseiller ou bien pour former par l'exemple. L'exportation de l'ananas pain de sucre pourrait aussi se révéler comme une niche d'opportunités pour les producteurs. Vendre sur des marchés avec des contrats signés à l'avance, ça donne de la sécurité. Ça permet même aux producteurs d'aller négocier des prêts. Là, c'est bon pour le moral. C'est une aubaine et nous remercions le gouvernement pour cette action. C'est ce que nous attendons de nos dirigeants, puisque quand une partie est exportée à un prix aussi rémunérateur, ça ne fait qu'encourager l'acteur à s'investir davantage. C'est une mesure incitative à la production qui sécurise aussi l'investissement local. Une mesure incitative qui va aussi permettre au Bénin de stimuler sa croissance économique. L'ananas pain de sucre sur le marché international et qui parle de marché international parle de commerce international. Il s'agit de l'échange de biens, de services entre pays. Ce type de commerce existe depuis des siècles et connaît désormais un nouvel essor. Il est régi par l'Organisation mondiale du commerce à travers des règles. Qui sont les acteurs du commerce international et quel état des lieux faire aujourd'hui? Réponse avec Moufadil Yaya. Il est spécialiste du commerce international. Suivons plutôt. Bon, déjà, quand on parle des acteurs, des intervenants de commerce, il y a d'abord l'État et le gouvernement qui facilitent la politique d'échange. C'est eux qui régularisent les accords commerciaux entre ces pays-là pour que tout se passe dans l'ordre. Nous avons les entreprises multinationales qui produisent et qui vendent des biens et services. Nous pouvons aussi parler des petites et moyennes entreprises qui, de nos jours, participent beaucoup à l'importation et aussi à l'exportation. Sans oublier les consommateurs qui, beaucoup par leur demande, influencent le marché. Le commerce à l'international connaît une croissance continue. Et il faut l'admettre, la période de Covid a beaucoup joué sur le commerce. Mais après Covid, ça a rebondi. Actuellement, il reste encore des aspects négatifs. Nous pouvons parler par exemple des conflits ou des guerres géopolitiques. Dès qu'on prend le cas de l'Ukraine et de la Russie, le prix du gaz, du pétrole a augmenté. Il y a aussi la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui joue beaucoup sur ça. La politique du protectionnisme actuellement
freine les échanges. Parce que chaque pays essaie de protéger au plus son marché, donc du coup ça freine les échanges. Et il y a aussi l'environnement, il faut qu'on arrive vraiment à trouver une politique qui va nous aider à réduire l'empreinte carbone. Sur l'échiquier commercial international, le Bénin est en développement. Déjà, nous savons qu'à l'exportation, c'est le coton. Et c'est vrai, il y a l'ananas qui a commencé. N'oublions pas le port de Cotonou, qui est un véritable hub pour l'échange à l'international. Le port de Cotonou est en train de chercher à diversifier aussi les activités. Revenons à présent dans la sous-région. La synergie d'action entre les pays de la zone UEMOA-CEDEAO va permettre de faciliter les échanges transfrontaliers. Pour en faire une réalité, les organisations de la société civile de ces différents pays de cette zone ont reçu un renforcement de capacité sur la facilitation des échanges et les outils de plaidoyer. C'est une composante du programme pour la facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest, en abrégé FEAO, pour lequel les principaux acteurs au Bénin sont en atelier depuis vendredi dernier à Cotonou. Le but est de revoir les expériences d'apprentissage 4 années après le début du programme. Plus de précisions avec Rachad Moussa, Esther Amiesiga et Jules Akweiko. Clap de fin du processus de renforcement des capacités des organisations de la société civile, OSC, en matière de plaidoyer sur la facilitation des échanges. L'initiative du programme de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest, FEAO, est mise en œuvre au Bénin par la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin, PACIB. Il s'agit d'une initiative qui vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile à plaider et influencer efficacement les réformes politiques de facilitation des échanges dans l'espace CEDEAO. Les OSC bénéficiaires du programme ont précédemment eu l'occasion de passer en revue leur expérience de terrain. Un travail qui s'est étalé sur 4 ans et dont la Banque mondiale, entre autres partenaires, a contribué à la mise en œuvre. Le programme de facilitation des échanges pour l'Afrique de l'Ouest vient à point nommé en ce sens qu'il œuvre pour le commerce libre et efficace dans la région et à l'international par le biais de la réduction des délais, du coût de circulation des marchandises, ainsi que la simplification des procédures au niveau de nos frontières. Lors de la première phase du projet, nous avons pu réaliser une cartographie identifiant 569 OSC à travers 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette expérience a révélé l'importance de la société civile qui a démontré une fois encore sa capacité à rester opérationnelle et proche des citoyens, même en situation difficile. Au sortir de cet atelier, les différentes parties prenantes du programme FEAO vont capitaliser sur la mise en œuvre du processus de renforcement de capacités. Quel avenir pour les matériels acquis nouvellement par le gouvernement en vue de l'amélioration des soins de santé au sein des formations sanitaires du Bénin? Plusieurs investissements sont entrepris, dont l'entretien de ceux du secteur de l'imagerie médicale, ce qui inspire Arnaud Adadja à travers ce sujet qui va suivre. Il est intitulé « Investissement dans le secteur sanitaire, pour quel avenir ?» Suivons plutôt. Des appareils de radiographie, des équipements de laboratoire dont 500 échographes, augmentation de la capacité d'accueil avec des lits adaptés à des services spécifiques. Depuis 2016, le Bénin déploie davantage d'énergie pour résorber ces problèmes de santé. Ainsi, le CNHU-HKM a été doté d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de pointe d'une qualité vraiment assez prononcée. Et nous avons également mis en place au CNHU un scanner de haute performance. Il en est de même au niveau du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. J'ai eu à faire des examens, j'ai eu à rencontrer des spécialistes, mais sincèrement, il y a la connaissance et la compétence maintenant. Dans ces services-là, j'ai remarqué qu'on n'est pas déçu. Pour les grandes structures, les grands hôpitaux, il nous est apparu nécessaire d'en mettre 2 pour faire en sorte que non seulement il y ait une célérité dans l'offre de services, mais également en cas de panne, qu'on puisse pallier vraiment la coupure de l'offre de services. Le tout ne suffit pas d'acquérir. L'entretien de ces équipements flambant neufs s'avère nécessaire pour leur durabilité. Le gouvernement a identifié cette problématique comme problématique majeure.
Et nous l'avons adressé en créant une agence spécifique, l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, qui est dimensionnée à souhait, qui est en train d'avoir les ressources humaines les plus adaptées, qui proviennent de partout dans le monde, et qui puissent justement faire en sorte que les questions de maintenance, aussi bien préventives que curatives, lorsqu'il y a une panne, puissent être adressées en temps réel et sur toute l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, nous pouvons être confortables pour nous dire, nous n'achetons pas des équipements qui du jour au lendemain vont tomber en panne sans que nous puissions pouvoir les réparer. Qui va loin ménage sa monture, dit-on. Le Bénin tout doucement affûte ses armes pour garantir des soins de qualité dans ses formations sanitaires. Parlons toujours santé avec, comme je l'annonçais en titre, cette décision issue du récent Conseil des ministres, l'exonération des kits de dialyse des droits et taxes de douane. Cette décision vise à alléger les peines, surtout financières, des patients atteints de ce mal. Théocracias Menahi et Gilles Dansou reviennent sur cette décision. Reportage. C'est devenu une préoccupation de santé publique depuis quelques années. Les insuffisances rénales touchent un nombre significatif de la population béninoise. L'accès aux soins de qualité n'étant pas réservé à toutes les couches sociales. Le gouvernement prend des mesures pour faciliter les soins aux personnes souffrantes. 7 octobre 2020, le Conseil des ministres avait déjà autorisé la contractualisation pour la fourniture et l'installation des générateurs de dialyse et autres kits entrant dans le traitement au profit de certains hôpitaux. À travers le dernier Conseil des ministres en date du 18 septembre 2024, le gouvernement vient une fois encore à la rescousse des milliers de patients atteints. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Motivé par la reconnaissance du coût élevé de la dialyse, cette exonération des taxes douanières va permettre de rendre le traitement plus accessible. Résultat, plusieurs centres recevront beaucoup plus de matériel de traitement. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. À travers cette initiative, le gouvernement témoigne une fois encore de plus son engagement à améliorer la qualité des soins des dialysés. Allons à présent à la découverte de cette fierté du peuple Nago de la commune d'Ifoni. Ifoni, c'est une commune située à près de 110 km de Cotonou. Malgré sa proximité avec le Nigeria, le royaume d'Itasumba conserve la tradition et les valeurs culturelles propres au peuple Nago du Bénin. Mais au-delà, c'est un exemple de coopération transfrontalière entre le Bénin et le Nigeria. Zoom avec Firme Bassao et Calvador Arwano. La tradition résiste autant à Itasumba, elle est perpétuée de génération en génération par cette communauté Nago à la lisière du Nigeria au sud-est du Bénin et précisément dans la commune d'Ifani. Ici, comme dans la majorité des grands royaumes, les tambours sacrés ont une place de choix. Des tambours sacrés qui résonnent suivant des codes et rituels précis, mais aussi des sites sacrés en plein cœur du village. Le royaume d'Itasumba, c'est aussi un bel exemple de coopération transfrontalière qu'il représente. Au Conseil des rois du Bénin, je suis parmi eux. Le roi de Adjoum, Adekilouma, le roi de la vallée, nous sommes ensemble. Et on quitte à la Kobe, on est la sort, Isakete, nous sommes tous. On est Oumé, avec Oni Fanny aussi. Je suis nommé ambassadeur des rois du Bénin au Nigeria. Quand le roi du Bénin va rentrer au Nigeria, c'est moi qui vais le accompagner là-bas. Si les rois du Nigeria veulent rentrer au Bénin, c'est moi qui vais les accompagner pour arriver au Bénin.
Dans la commune d'Ifani, la chefferie traditionnelle occupe une place de choix pour la cohésion sociale. Ils sont des relais pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'administration ne peut pas tout faire seule. L'administration a besoin du secteur privé, de la société civile, des dignitaires religieux. Donc, pour que notre politique de développement puisse marcher, on a besoin de travailler avec eux. Au niveau de la vaccination, au niveau du règlement des conflits, au niveau de la mobilisation sociale, ces royautés interviennent pour pouvoir nous aider à mobiliser la population vers les enjeux de développement. S'il y a un conflit entre deux personnes ou bien un quartier, donc il intervient. Et même de l'autre côté du Nigeria aussi, s'il y a quelque chose là-bas, donc il intervient. Puisque d'abord, nous sommes à peine à 500 mètres du Nigeria. Vous-même, vous avez vu l'état du palais, que vraiment, ça n'honore pas notre village. Donc, je veux que le palais d'Ifani, puisque Ifani fait partie des grandes générations des rois. Et je veux que le palais soit un palais rénové, un palais digne de son nom. Grâce au gouvernement, le Bénin avance vers une restructuration de la chefferie traditionnelle avec la définition d'un nouveau cadre juridique. La nouvelle est bien saluée dans la commune d'Ifani par les hauts dignitaires et garants de la tradition. Une autre sport à présent dans ce journal avec la Ligue professionnelle qui a démarré samedi dernier dans la cité des Pétoni. Le match d'ouverture a opposé les Panthères de Djougou aux Buffles du Borgou. Retour sur les temps forts de ce match avec Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Leur sortie des vestiaires annonce le démarrage imminent de cette fête du football. Après l'instant salutation des officiels, conduit par le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chapuis, le coup d'envoi est donné à 16h07. Panthère FC de Djougou en jaune et Buffle FC du Borgou en vert ont tenu en haleine le public pendant 90 minutes. Malheureusement, aucune des deux formations n'a réussi à trouver le chemin des filets. 45 minutes, les buts n'ont pas tiré même une seule fois au but. Sur mon gardien, il était libre. Donc on a trouvé des occasions qu'on pouvait scorer. Les matchs entre Buffle et Panthère, souvent c'est les défaites à domicile. Pour cette fois-ci, on a dit non, il faut que ça cesse. Au moins le match nul, c'est déjà bon. Pour que prochainement, si on arrive à Parakou, on le fait ça. Les Panthères ont eu des occasions, ont créé des occasions, on l'a échappé belle, on n'a pas encaissé. Mais franchement, la deuxième, on était plus dans le match. Okay, ça s'est joué beaucoup plus dans le camp de l'adversaire. On a remarqué qu'il y a encore des réglages à faire. On va retourner travailler. Au terme de ce championnat, les 9 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la Ligue 1 la saison prochaine. Les équipes classées 10e à la 17e place seront qualifiés pour la Ligue 2. Le choix de Djougou pour le lancement de la Ligue de football professionnel n'est pas fortuit. C'est la ville natale de l'ancien président de Panthère FC, rappelé à Dieu le 4 avril 2024. C'est pour rendre hommage à ce digne fils de la commune de Djougou. Le Seigneur, il nous a pris un digne fils, mais on prie Dieu, Bida qui l'a remplacé, fasse autant que lui, sinon mieux. Chaque équipe arrache un point, mais entre Panthère FC de Djougou et Buffle FC du Borgou, qui va se laisser dompter? Le match retour pour trouver la réponse. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. Une signature ce soir de Brice Menahi et Ulvaeus Balogun. La police tanzanienne a arrêté lundi plusieurs figures de l'opposition et empêché une manifestation de leur parti à Dar es Salaam. Malgré l'interdiction des autorités, le principal parti d'opposition, Chadema, avait appelé à une manifestation après le meurtre d'un de ses dirigeants, Ali Mohamed Kibao, enlevé par des hommes armés et retrouvé mort le 7 septembre. La police anti-émeute a été déployée à travers la ville avec des canons à eau pour empêcher les rassemblements. Le président du principal parti de l'opposition, avec des dizaines d'autres personnes, ont été arrêtés dans la foulée.
Les pompiers recherchent une grand-mère et un bébé de 5 mois, tous deux de nationalité allemande. Les deux étaient en vacances dans une maison située dans une zone isolée dans la région de Toscane après que le torrent Sterza a débordé. Le reste de la famille, à savoir le père, la mère et le grand-père, s'étaient réfugiés sur le toit de la maison en raison de la montée des eaux, selon les pompiers. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.